On va voir notre dernier algorithme de classification linéaire. Puis, encore une fois, on va suivre une approche probabiliste, c'est-à-dire qu'on va avoir un modèle qui essaie d'expliquer comment est-ce que les données ont été générées. Mais là, dans ce cas-ci, on va avoir une approche qu'on va dire discriminante. Donc, comme j'ai expliqué tantôt, l'approche discriminante, la différence avec l'approche générative, c'est qu'on ne va pas modéliser comment est-ce que les entrées ont été générées. On va juste modéliser la distribution conditionnelle de c'est quoi la valeur de la cible étant donné l'entrée X. Okay? Donc, P de X et T, c'est équivalent à dire P de T sachant X fois P de X. Okay? Donc, ça et ça, c'est égal. Okay? Si j'ai une jointe, je peux la calculer comme étant le produit de la conditionnelle fois la probabilité a priori de l'autre, ce sur quoi j'ai conditionné ici. Donc, dans ce cas-ci, je suis en train de dire, ben, le P de X, je ne vais pas définir de modèle pour ça. Entre autres parce que, justement, définir un modèle pour P de X, c'est un peu compliqué. Supposer, par exemple, que mes données ressemblent à des gaussiennes, qui sont toutes belles avec une espèce d'ellipsoïde autour d'une moyenne, ben, c'est probablement irraisonnable dans plein d'applications. Fait que je ne vais juste pas faire de supposition ici, puis je vais me concentrer directement sur P de T étant donné X. C'est ça que je vais entraîner sur mes données. Donc, tantôt, on a vu que dans le cas génératif, la probabilité que ça appartienne à la classe C1 étant donné X, je pouvais l'écrire sur cette forme-là ici. Une sigmoïde qui me permet d'obtenir un chiffre entre 0 et 1 que je vais pouvoir interpréter comme une probabilité appliquée sur une transformation linéaire de mon entrée. Okay? Bien, l'idée de l'approche discriminante, c'est d'entraîner ça directement sur nos données. Okay? Donc, pas passer par un modèle joint qui suppose comment les paires XT ont été générées. Je vais juste essayer de bien prédire T à partir de X en utilisant un modèle comme ça ici. Okay? Et ça, on va appeler ça de la régression logistique. Okay? Donc, l'approche discriminante, c'est ce qu'on appelle la régression logistique. Donc, dans ce cas-ci, dans le cas génératif, notre probabilité, en fait, a été définie sur toutes les cibles et toutes les entrées X. Puis ça avait cette forme-là ici. Dans le cas discriminant, c'est beaucoup plus simple. Là, dans ce cas-ci, c'est vraiment la probabilité des cibles étant donné mes paramètres. Puis j'aurais pu mettre ici, dire que j'ai conditionné aussi sur les entrées. Donc, dans ce cas-ci, ça va être juste le produit des probabilités des cibles. C'est tout ce qu'on va avoir. Puis, si je note YN comme étant, selon mon modèle, c'est quoi la probabilité que XN appartienne à C1? Donc, ça, c'est égal à quoi dans mon modèle? C'est la sigmoïde de X transpose, W transpose X plus W0. Okay? Donc, ben, la probabilité, finalement, de mes données, ça va être YN si TN est égal à 1. Puis si Tn est égal à 0, ça va être 1 moins Yn. Okay? Puis je fais le produit de ces chiffres-là. Une façon de l'écrire en une seule petite formule, c'est de dire, ben, je vais prendre Yn, je vais le mettre à la Tn. Comme ça, quand ça, c'est Tn est égal à 1, c'est juste ce terme-là qui va apparaître. Puis celui-là, genre 1 moins 1, donc 0. Donc ça va être 1, c'est comme s'il n'était pas là. Puis à l'inverse, si Tn est égal à 0, ce terme-là va disparaître. Puis ce qui va rester, c'est celui-là ici, genre 1 moins Yn. Donc, la probabilité que ça n'appartienne pas à C1, donc que ça appartienne à C2. Un des avantages de l'approche discriminante, en fait, c'est justement que je n'ai pas besoin de faire des suppositions sur comment est-ce que mes entrées X ont été générées. Okay? Puis ça veut dire, en fait, que je peux prendre les entrées X, puis je peux extraire des caractéristiques, extraire une autre représentation avec, par exemple, des fonctions de base. Qui est telle que, quand je regarde mes données, ça n'a pas l'air du tout, par exemple, de deux gaussiennes avec des moyennes différentes, avec des matrices de covariance similaires. Mais ça, ce n'est pas important parce que dans mon modèle, je n'ai pas fait cette supposition-là. Okay? Fait que là, je peux me permettre, finalement, d'avoir des fonctions de base sans vraiment briser les hypothèses de mon modèle. Okay? Donc ici, j'ai utilisé la notation du livre. Donc phi, en fait, ça correspond à phi de x, finalement. Okay? C'est une notation plus courte. Puis en fait, ça va me permettre de facilement passer d'un modèle qui est linéaire, la régression logistique normale, qui est une classification linéaire, donc on a un hyperplan qui est linéaire, vers une classification qui va être non linéaire. Pour faire ça, ben, j'ai juste à utiliser des fonctions de base qui, elles, sont des fonctions non linéaires de mon entrée. Okay? Donc, on va faire une illustration de ça. Imaginons que je veuille classifier les deux classes qu'on a ici. Donc, en bleu, je vais avoir la classe C1. Okay? Puis il y a des éléments ici, puis il y a des éléments ici. Okay? Donc, il y a des éléments de la classe C1 ici, puis la classe C1 ici. Puis, genre la classe C2, elle se trouve en plein milieu entre les deux.
Donc là, si je veux faire la classification linéaire, j'ai un peu un problème. Si je sépare comme ça, ben là, OK, j'ai réussi à séparer ceux-là de ceux-là. Mais là, ceux-là sont du même côté, dans la même classe. Puis là, ben, si vous réfléchissez un peu, vous allez voir qu'on n'est juste pas capable de passer une droite ici, puis bien séparer. Okay. Par contre, je pourrais utiliser les fonctions de base gaussiennes. En fait, j'en ai utilisé seulement deux. Okay? Donc, on se rappelle que la fonction de base gaussienne, c'est quoi? Ça calcule l'exponentielle de moins mon entrée moins une moyenne, mu. Okay? Puis la moyenne mu, elle dépend de j, c'est-à-dire quelle fonction de base je calcule dans mon vecteur de fonction de base. Fait que finalement, je vais essayer de voir pour différentes positions qui correspondent à ces mu-là, est-ce qu'une entrée se trouve proche de cette position-là ou pas? Okay. Puis là, ben, je vais pouvoir contrôler à quel point, c'est quoi l'échelle de ces distances-là avec un autre hyperparamètre ici qui est S. Mais, donc, par exemple, ici, je pourrais dire, ben, mu1, okay, donc c'est le mu qu'il y a ici. Je pourrais avoir une première fonction de base, puis sa moyenne, son mu, elle va être ici. Okay. Puis là, je pourrais avoir une autre fonction de base, donc mu2, dont la moyenne va être exactement ici. Okay, mettons que je choisis ça, là, parce que je connais un peu bien le problème, puis je pense que ces deux fonctions de base-là vont m'aider. Fait que là, ça veut dire que phi de x, ça va être un premier élément calculé avec cette formule-là ici, qui regarde si à quel point mon entrée x est proche de ce mu1-là ici. Puis, je vais avoir un deuxième élément dans mon vecteur phi qui va plutôt voir à quel point je suis proche de mu2 à la place. Okay. Donc, ça, c'est mon problème original où on voit que c'est dans l'espace des x. Fait que j'ai x1 ici, j'ai x2 ici. Puis ici, à la place, ce que j'ai, c'est phi1 et phi2. Okay? Donc, phi1, c'est à quel point je suis proche de mu1. Phi2, à quel point je suis proche de mu2 ici. Et là, si on regarde, bien, premièrement, toutes ces données-là ici, toutes ces entrées-là ici, ils sont très proches de mu1. Ça veut dire que la distance ici va être proche de 0. Fait que je vais avoir l'exponentielle de quelque chose qui est proche de 0, donc un chiffre qui est proche de 1. Fait qu'en fait, tous ces points-là ici, dans la représentation des fonctions de base, se retrouvent tous ici. Okay? Donc ces points-là qu'il y a ici, c'est en fait ces points-là dans la représentation selon phi. Maintenant, donc ça, on voit ça parce que la valeur de phi1 est très grande. Puis maintenant, la valeur par rapport à phi2, donc la distance avec mu2, ben, elle est pas mal plus grande ici. Fait que la valeur de ma fonction de base va être plus petite en phi2. Puis effectivement, en phi2, tu vois, je suis en dessous de 0,5 ici. Okay. Donc la valeur pour ces points-là, leurs valeurs sont plutôt en dessous de 0,5. Tous les points en rouge, ben, c'est l'inverse en fait. La valeur de phi2 va être proche de 1. C'est pour ça qu'on les retrouve ici. Mais la valeur de phi1 va être entre 0 et 0,5. Okay? Donc c'est pour ça qu'à l'inverse, on a un peu une symétrie ici. Ceux-là se trouvent là, tandis que ceux-là se trouvent ici. Puis maintenant, ben, ces points-là, ils sont à peu près aussi loin de mu2 que ceux-là ici. Fait que la valeur de phi2 va être à peu près la même. On voit que les deux sont, par rapport à phi2, sont à peu près aussi bien alignés. Par contre, ces points-là vont être encore plus loin de mu1 que les points en rouge, que les points de la classe C2. Donc à cause de ça, en fait, par rapport à phi1, on va être presque exactement à 0. Donc, une fois que j'ai finalement représenté mes données différemment, bien là, on voit que je suis capable de passer un hyperplan qui est linéaire. Okay. Ça, c'est parce que cette fonction-là, elle est non linéaire. Donc, elle permet de transformer un peu mon espace pour que là, enfin, je puisse passer un plan puis classifier parfaitement de façon linéaire. Okay. Donc, ça, c'est un des attraits de l'approche discriminante. Je peux incorporer ça facilement dans mon modèle. Donc, revenons à comment est-ce qu'on entraîne notre régression logistique. Bien, comme d'habitude, je vais regarder c'est quoi la log vraisemblance de la probabilité de mes données. Puis, bon, plutôt que de maximiser, on va minimiser. On suit la notation du livre ici. Donc, on va plutôt définir une espèce de fonction de coût qu'on va optimiser. Fait que pour changer un problème de maximisation à un problème de minimisation, il suffit de multiplier par moins 1 ce qu'on essaie d'optimiser. Okay? Donc, genre moins la somme de ce terme-là ici. Et ça permet de mentionner qu'en fait, cette forme-là, si vous la voyez, on appelle ça en fait une cross-entropie. Okay? Puis on voit que ça ressemble à un terme d'entropie où j'ai un terme multiplié par le log d'un autre terme. Où je traite en fait dans ce cas-ci ces termes-là comme des probabilités. Je pense
en termes d'entropie. Là, malheureusement, minimiser ça, ça ne se fait pas de façon analytique comme on a pu le faire avant, où je pouvais calculer les dérivés puis annuler les dérivés en les fixant à zéro puis en résolvant le système d'équations. Ça ne se fait pas dans ce cas-ci. Fait qu'à la place, il va falloir le trouver de façon numérique. On va avoir une procédure qui, itérativement, va essayer d'améliorer notre solution, améliorer les valeurs de W, puis W0, jusqu'à ce qu'on atteigne un minimum de cette fonction-là. Et pour faire ça, on va utiliser ce qu'on appelle l'algorithme de descente de gradient. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, si j'ai une valeur de W et W0, je peux calculer c'est quoi le gradient par rapport à mes paramètres. Puis ce gradient-là, qui est le vecteur avec les dérivés partiels, ce que ça me dit, c'est dans quelle direction, à ce point-là, ma fonction va augmenter. Bien, si je veux minimiser, bien, ce que je pourrais faire, c'est me déplacer dans la direction opposée. La direction opposée, c'est la direction où ma fonction devrait diminuer à la place. Okay. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par initialiser mon vecteur W. Donc, imaginons que j'entraîne seulement le vecteur W. Je vais initialiser aléatoirement, ou je pourrais même initialiser à 0. Et puis là, pour un certain nombre d'itérations jusqu'à ce que je converge, ben, je vais prendre W, puis je vais le déplacer dans la direction opposée du gradient. Okay? Donc, je vais prendre ce que je voulais optimiser. Je vais calculer le gradient. Donc, nabla de ça, ça veut dire que j'ai calculé le vecteur avec les dérivés partiels. Puis là, je vais soustraire ce vecteur-là. Ça veut dire que je vais aller dans la direction opposée du gradient. Puis, en fait, à quel point je vais me déplacer dans cette direction-là va être contrôlé par cet hyperparamètre-là ici, état. Okay? Ça, c'est ce qu'on appelle un pas de gradient ou en anglais, en français, on va dire taux d'apprentissage souvent ou en anglais, learning rate. Donc ça, cette procédure-là, puis je vais répéter ça constamment, toujours en étant en train de, à partir de la nouvelle valeur de W que je viens de mettre à jour, regarder, OK, maintenant, dans quelle direction je devrais me diriger pour minimiser. Je me déplace dans cette direction-là, puis j'itère comme ça pour I itération. Okay? Et donc ça correspond à, par exemple, imaginons que ma fonction E de W, imaginons que W, il y a juste 2 paramètres, okay, pour que je puisse l'observer en 2 dimensions. Imaginons qu'elle a l'air de ça, en fait. Okay? Donc, la surface ici, c'est la valeur de ma fonction de coût par rapport à différentes valeurs de W0 et W1. Bien, cette procédure-là, elle commence ici. Ça serait mon initialisation. Puis là, je regarde mon gradient. Dans ce cas-ci, il pointerait dans cette direction-là. C'est-à-dire que c'est dans cette direction-là que, localement, la fonction de coût augmente. Puis là, qu'est-ce que je fais? Bien, je vais aller dans la direction opposée. Okay? Puis ça devrait, si je ne fais pas un trop grand pas, diminuer le coût, donc améliorer ma performance. Fait que là, je vais me déplacer ici. Là, rendu là, je recalcule mon gradient. Mais là, à ce niveau-ci, le gradient, il me dit que ça augmente dans cette direction-là. Fait qu'à la place, je vais aller en direction opposée. Là, ça m'amène là. J'arrive ici, je recalcule mon gradient qui va être dans cette direction-là, et ainsi de suite. Puis je fais ça jusqu'à ce que j'atteigne, par exemple, un minimum ici, comme ça. Où, finalement, le gradient va être 0. Okay? Donc, je vais avoir, finalement, trouvé une solution à mon problème d'optimisation. Puis je veux juste dire que, dans le cas de la régression logistique, en fait, la fonction qu'on optimise, elle ne ressemble pas à ça du tout. Elle est pas mal plus simple. Elle ressemble essentiellement à une espèce de vallée en plusieurs dimensions. Okay. Mais ça, c'est un cas où si on a une fonction qu'on va dire non convexe, qui est plus compliquée, on pourrait obtenir ça, mais pour la régression logistique, en fait, la fonction est beaucoup plus simple, puis on converge toujours au même point, en fait. Si on calcule le gradient, en fait, ça a cette forme-là ici, OK? Qui est simplement, ben, je fais la somme sur toutes mes données, je regarde c'est quoi la différence entre, c'est quoi que j'ai prédit comme la probabilité que Tn soit égal à 1, finalement, que l'entrée appartienne à la classe C1, puis je regarde, je compare ça avec le vrai Tn. Okay? Puis je vais multiplier ça par le vecteur phi n. Donc, si je fais la régression logistique linéaire, phi n, ça serait juste x. Mais si j'avais introduit des fonctions de base, bien là, ce serait mon vecteur avec des fonctions de base. Puis aussi, ce qu'on fait souvent avec le vecteur fonction de base, là, pour incorporer le biais, c'est que, en fait, mon vecteur de fonction de base, souvent, j'ajoute un 1 comme étant la première composante, puis les autres, ça va être différentes fonctions de base non linéaires. Donc, on peut démontrer que le gradient, il a en fait cette forme-là. Et c'est ce gradient-là que j'utiliserais, donc, dans ma procédure de descente de gradient. Et puis, le nombre d'itérations que j'ai à faire, ça, c'est un hyperparamètre. Il faut que je dise ça a priori avant d'exécuter l'algorithme.
Puis en fait, une procédure un petit peu plus sophistiquée, un petit peu plus intelligente, c'est de faire une itération, puis après ça, de regarder, par exemple, sur un ensemble de validation, est-ce que mon erreur s'est améliorée ou pas? Est-ce que ma performance de généralisation continue à s'améliorer? Puis on sait que plus j'ai de la capacité, plus au fur et à mesure que j'augmente la capacité dans l'algorithme d'apprentissage, mon erreur de généralisation va faire quelque chose comme ça, une forme en U. Ben, en fait, quand j'exécute un algorithme de descente de gradient, j'ai un peu la même chose. Ça pourrait être la première itération, deuxième itération, troisième itération sur mon ensemble de validation, c'est ce que j'obtiendrai. Puis là, éventuellement, l'erreur de validation, donc ma mesure de ma performance de généralisation, se mettra à augmenter. Fait que là, si à chaque itération, je regardais l'ensemble de validation, c'est quoi l'erreur, ça me permettrait d'identifier quand est-ce que je passe finalement le creux de ma courbe en U ici, puis d'arrêter plutôt que de continuer. Souvent, une variante de la descente de gradient, qui est la descente de gradient stochastique, va être souvent préférée. Le problème avec calculer ce gradient-là ici, c'est qu'à chaque fois que je mets à jour mes paramètres, il faut que je fasse une somme sur toutes mes données d'entraînement. Maintenant, si j'ai un gros ensemble d'entraînement où j'aurais genre 1 million de données ici, ben à chaque fois que je ferais un tout petit pas, une toute petite modification de mon vecteur W, ben à ce moment-là, ce que j'obtiendrais, c'est en termes de complexité de calcul, je devrais faire une itération, une boucle avec 1 million d'itérations juste pour calculer le gradient. Il existe une variante qu'on appelle stochastique où à la place, plutôt que de regarder faire une somme sur toutes mes données d'entraînement, je vais juste prendre mon premier exemple, je vais calculer le gradient juste pour cet exemple-là, puis je vais tout de suite faire une mise à jour de W. Après ça, je vais passer au deuxième, je vais calculer le gradient juste pour cet exemple-là, puis je vais tout de suite mettre à jour mon W et ainsi de suite. Ce qui fait que quand je passe à travers toutes mes données, si j'en ai 1 million, bien, je vais faire 1 million de fois une mise à jour de mes paramètres. Okay? Donc ça, c'est décrit dans le livre à la section 3.1.3. Et on pourrait généraliser aussi la régression logistique au cas multiclasse. Ça, c'est décrit dans 4.3.4.